Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Le 5 mai 1789 a lieu la séance inaugurale des États généraux du Royaume de France. Cette vieille institution, ressuscitée par Louis XVI, doit permettre de trouver une solution à la crise de la dette. Quels ont été les préparatifs des États généraux? Qui sont les députés qui y sont convoqués? Comment cette séance inaugurale s'est-elle déroulée et quels événements va-t-elle entraîner? C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Dans les jours précédant l'ouverture des États généraux, les députés sont arrivés progressivement à Versailles. Si certains connaissent bien la ville, les députés des bailliages ruraux se montrent ébahis par cette grande agglomération dans laquelle ils se retrouvent un peu perdus. Ils se mettent aussitôt à la recherche d'une chambre d'auberge ou d'un petit logement à louer. Ce sont finalement 1154 députés sur les 1177 prévus qui vont participer aux États généraux, 3 fois plus que lors des derniers qui s'étaient tenus en 1614. Le tiers-État envoie à Versailles 578 députés. Parmi eux, de nombreux membres de professions judiciaires, 218 magistrats, 151 avocats. Peu d'écrivains et de savants comme Jean-Sylvain Bailly. Peu de paysans aussi. Pas d'ouvriers, pas d'artisans, alors que les gens de finance et d'industrie, les commerçants, ne sont pas plus d'une centaine au final. Bien peu, pour une révolution qu'on a pourtant longtemps qualifiée de révolution bourgeoise et capitaliste, comme l'écrit Jean-Christian Petit-Fils. Quelques transfuges célèbres siègent aussi avec le tiers-État. L'abbé Sieyès, député de Paris, rejeté par le clergé pour son impiété. Le comte de Mirabeau également, un noble donc, représentant la sénéchaussée d'Aix. Le clergé envoie quant à lui à Versailles 291 députés. Parmi eux, on trouve une grande proportion de curés de campagne, comme l'abbé Grégoire. Près de 200 au final. Cette forte présence des curés est due à l'initiative de Louis XVI qui leur a permis de se présenter comme députés. Le haut clergé, évêques et archevêques, ne compte que 46 députés sur 291. Parmi eux, un revenant dont l'arrivée provoque l'étonnement. Le cardinal de Rohan qui avait été au cœur de l'affaire du collier et dont l'élection provoque la colère du roi. La haute aristocratie représente la grande majorité des députés de la noblesse, beaucoup de noms prestigieux parmi eux. La Rochefoucauld, Luynes, Noailles, Montmorency, Mortemart, d'Aiguillon, Choiseul, Liancourt et bien sûr le duc d'Orléans. Élu après quelques échecs député de la noblesse de Crépy-en-Valois qui comptait seulement 5 électeurs. Des célébrités sont également présentes comme le marquis de Lafayette. Le comte d'Artois, frère de Louis XVI, avait été désigné comme représentant du bailliage de Tartas au pays d'Albret, sans même avoir été candidat. C'est d'ailleurs la seule élection que Louis XVI s'est permis d'annuler. Pas question pour lui que son cadet devienne aussi son rival en politique. Les États généraux, c'est la dernière grande cérémonie de la monarchie. Une cérémonie organisée dans la tradition monarchique, comme vous allez le voir, et où les petites humiliations faites aux députés du tiers-État vont être multiples. La séance d'ouverture des États généraux avait été prévue d'abord pour fin avril. Elle est finalement reportée au 5 mai en raison des retards pris dans l'aménagement de la salle des menus plaisirs dont on a dû doubler la superficie. Dans les derniers jours, le grand maître de cérémonie, le jeune marquis de Dreux-Brézé, décide du costume des députés. Chapeau rouge pour les cardinaux, soutane violette pour les évêques, soutane noire pour les curés. Pour les députés de la noblesse, habits à manteau noir, veste chamarrée d'or et culotte noire, bas blanc et chapeau à plumes blanches à la mode d'Henri IV, clin d'œil aux États généraux de 1614. Pour les députés du tiers-État, le port de l'épée est interdit et on va leur imposer un habit noir très sobre avec une simple cravate de mousseline blanche. Costume vécu aussitôt comme une humiliation par le bas clergé et le tiers. Dans l'après-midi du 2 mai, les députés doivent se présenter au roi à Versailles dans la chambre royale. On ouvre à 2 battants les portes pour les élus du clergé et de la noblesse, tandis que ceux du tiers doivent se contenter d'un seul battant ouvert. Ils entrent, à la va-vite, devant Louis XVI qui discute avec ses 2 frères, regardant d'un œil distrait la colonne de députés du tiers qui défile.
C'est à peine si le roi s'arrête pour saluer d'un « bonjour mon bonhomme » le père Gérard, laboureur, mais aussi député de la sénéchaussée de Rennes, qui porte encore sa chemise brodée et sébrée et n'a pas le costume demandé par l'étiquette de cour. Le 4 mai a lieu une procession solennelle de l'église Notre-Dame jusqu'à l'église Saint-Louis. Y participent le roi, la reine, les princes du sang et les 800 députés déjà arrivés. Louis XVI arrive dans son carrosse de couronnement, tiré par 8 chevaux, entouré de gardes du corps, de trompettes, de tambours, des cavaliers de la grande fauconnerie, chacun un gerfaut sur le poing. Il est accompagné de ses frères, ses neveux, du duc de Chartres. Le duc d'Orléans, élu de la noblesse, s'est quant à lui exclu du cortège des princes. Les régiments des gardes françaises et des gardes suisses ont été alignés le long du parcours. 10 000 spectateurs s'entassent dans les rues, décorés de tapisseries et pavoisés d'oriflammes. Le roi reçoit de nombreux applaudissements au passage. La grand-messe commence à 16h à l'église Saint-Louis. C'est Monseigneur de Lafare, évêque de Nancy, qui prononce l'homélie qui va durer plus d'1h30 sur le thème de la religion comme bonheur et force des empires. Son discours est qualifié par Jean-Christian Petit-Fils de déclamatoire et confus. Il y critique pêle-mêle les lumières, mais aussi les abus du temps, le luxe de la cour comparé à la misère des campagnes, maudit la lourdeur des impôts. Le roi s'endort durant cette homélie, au cours de laquelle Monseigneur de Lafare se montre aussi hostile à l'égalité de tous devant l'impôt, à commencer par l'Église. Je crois que les 3 ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Le 5 mai 1789, la grande salle des menus plaisirs a fière allure avec un décor néoclassique de bois et de stuc. L'installation des 1154 députés et des 2000 spectateurs va durer près de 4 heures, le marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies, n'ayant pour l'aider qu'une douzaine d'huissiers et de héros d'armes. À droite de l'estrade royale prennent place les membres du clergé, à gauche, face à eux, les députés de la noblesse. Les députés du tiers se massent comme prévu au fond de la salle, séparés des 2 autres ordres par une petite balustrade. L'entrée de Mirabeau et du duc d'Orléans recueille un certain succès. Puis, le roi entre, vêtu du grand manteau de l'ordre du Saint-Esprit, portant à son chapeau d'éblouissants diamants, dont le régent 137 carats quand même. Tout le monde, tête nue, se lève pour l'acclamer longuement. Puis il gagne l'estrade dans un ballet de révérence, accompagné de la reine et des grands officiers de la couronne. Il salue l'assemblée et s'assoit. Tous restent debout alors qu'il commence la lecture de son discours. Sa voix est forte et porte jusqu'au fond de la salle, malgré une acoustique exécrable. Il appelle à l'harmonie, à la raison, ne nie pas la crise financière, se montre sceptique sur les résultats d'éventuelles économies supplémentaires, et conclut en appelant les députés à proposer la création de nouvelles ressources nées de l'égalité fiscale, donc l'impôt pour tous. Dès la séance inaugurale des États généraux, c'est le malaise. Ni le discours du roi, ni celui du ministre des Finances, Necker, ne donnent de réponse à la question que tout le monde se pose depuis décembre 1788. Comment va se faire le vote aux États généraux? Par ordre, comme en 1614, ou par tête? La vérification des pouvoirs des députés doit se faire dans une réunion propre à chaque ordre. Le tiers, sous l'impulsion des députés bretons qui ont commencé à se réunir en club, refuse et exige qu'elle ait lieu en une séance qui réunisse l'ensemble des députés. Or,
demander que l'on réunisse tous les députés en une seule assemblée, c'est refuser ouvertement le vote par ordre. Faute de locaux assez vastes, les députés du tiers vont siéger dans la salle des menus plaisirs où les autres ordres les rejoindront pour les délibérations collectives, ce qui va donner au tiers un rôle central dans les événements qui vont suivre. La vérification des pouvoirs des députés va prendre du temps. Débutée en mai, elle se terminera seulement le 16 juin 1789. Tibi Domine, commendamus animam famili tui, Ludovicus, Josephus Clavierus, ut defunctus seculo tibi vivat. Tu venia, misericordissima et pietatis absterge. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Le mardi 4 juin 1789, à 1h du matin, le dauphin de France, Louis-Joseph Xavier François, expire à Meudon des suites de la tuberculose. Il avait 7 ans et 3 mois. Louis XVI arrive dans l'après-midi du lendemain à Meudon. À partir de cette date, c'est un roi consumé par le deuil et la souffrance de la perte d'un fils qu'il aimait profondément. Les églises sonnent le glas, on ferme l'opéra et les théâtres parisiens. Le deuil officiel de la cour sera fixé à 2 mois et demi. Le roi va commander 1 millier de messes à l'archevêque de Paris. Cette mort du dauphin, le 4 juin, ne donne pas lieu à des obsèques publiques et va laisser indifférents les députés des États généraux. Le dernier fils du couple royal, Louis-Charles, 4 ans, devient à son tour dauphin de France. Le 10 juin, l'épreuve de force avec le pouvoir commence. Les députés du tiers somment les 2 autres ordres de se réunir avec eux pour vérifier en commun les pouvoirs des députés, ce qui ferait sortir les députés des règles établies et de la légalité. Sans réponse de la noblesse et du clergé, le 12 juin, le tiers se met à valider seul l'élection des députés bailliage par bailliage. Le 13 juin, 3 curés du Poitou, les abbés Le Sève, Ballard et Jallet, se réunissent aux députés du tiers. Le 14, c'est le tour de 5 autres curés, dont l'abbé Grégoire. Cette assemblée de députés se cherche alors un nom. Au début, on parle de s'appeler Commune, en référence à l'Angleterre, qui a été notre ennemi récemment dans la guerre d'indépendance américaine, colère du roi. Mirabeau propose alors représentant du peuple français, Sieyès, représentant de la nation, et Mounier, assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation. Le soir du 16 juin, un inconnu, Jérôme Legrand, avocat d'un bailliage du Berry, propose la formulation la plus simple, Assemblée nationale. Proposition reprise le 17 juin par Sieyès qui la met aux voix et la fait adopter par 491 voix pour et 89 contre. La révolution politique vient d'être faite. Une adresse au roi est votée pour lui faire part de cette décision et Jean-Sylvain Bailly est élu à la tête de cette nouvelle assemblée. Plusieurs comités sont créés d'une 20aine de membres chacun. Un comité règlement, comité de rédaction, comité des subsistances. On sent déjà le désir des députés de s'emparer du pouvoir législatif. Le 19 juin, le clergé se rallie à l'Assemblée nationale par 149 voix pour et 137 contre. Quelle sera la réaction du roi à ce ralliement ? Comment va-t-il traiter la nouvelle Assemblée nationale qui remet en cause son pouvoir absolu ? Ça, ce sera pour la prochaine fois.